Le 23 septembre 1968, Henri Leroy, comptable respecté du quartier de la Croix-Rousse à Lyon, quitte son domicile pour ce qu'il appelle une réunion de travail urgente. Il ne reviendra jamais. Pendant 27 années, son épouse Marguerite cherchera désespérément des réponses, scrutant chaque visage dans la rue, contactant la police chaque mois, refusant d'abandonner l'espoir. En 1995, des travaux de restauration dans la vieille église du quartier révèlent quelque chose d'impensable dans les fondations du bâtiment. Ce que Madame Leroy découvre ce jour-là ne ressemble à rien de ce qu'elle avait imaginé durant toutes ces années de recherche. Comment un homme peut-il disparaître complètement dans une ville qu'il n'a jamais quittée? Et pourquoi ce lieu sacré où Marguerite priait chaque dimanche pour son retour cachait-il le secret le plus sombre de sa vie? Cette histoire va vous montrer que parfois, les réponses que nous cherchons se trouvent exactement là où nous les cherchions, mais d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Lyon, 1968. La ville vit encore sous le choc des événements de mai qui ont secoué toute la France quelques mois auparavant. Le quartier de la Croix-Rousse, ancien fief des Canutes, ces tisserands de soie qui ont fait la renommée de la ville au XIXe siècle, est devenu un quartier tranquille où se mêlent familles ouvrières et petits commerçants. Les ruelles pavées montent en pente raide vers les hauteurs, et les immeubles aux façades ocre gardent les traces d'une histoire industrielle glorieuse. Marguerite Leroy enseigne à l'école primaire du quartier depuis 15 ans. À 42 ans, elle est une femme réservée mais chaleureuse, appréciée de ses élèves et respectée par leurs parents. Ses cheveux châtains commencent à grisonner légèrement, et elle porte toujours des tenues sobres et élégantes qui reflètent sa personnalité discrète. Chaque matin, elle traverse la place de la Croix-Rousse pour se rendre à l'école, saluant les mêmes commerçants achetant son pain à la même boulangerie. Son mari Henri, de 3 ans son aîné, travaille comme comptable pour plusieurs petites entreprises du quartier. C'est un homme méticuleux, presque obsessionnel dans son travail. Ses lunettes à monture épaisse glissent constamment sur son nez et il a développé l'habitude de les remonter d'un geste machinal toutes les quelques minutes. Henri n'est pas un homme démonstratif, mais Marguerite connaît les signes subtils de son affection. La façon dont il lui prépare du café le matin avant qu'elle ne se réveille, comment il marque les pages du journal qui pourraient l'intéresser, les petites notes qu'il laisse sur la table de la cuisine. Leur fils Julien, 16 ans, traverse cette période difficile de l'adolescence avec plus de turbulences que ses parents ne l'auraient souhaité. Les événements de mai ont éveillé en lui un esprit de contestation que son père peine à comprendre. Les discussions à table deviennent souvent tendues, Julien reprochant à Henri son conformisme, Henri s'inquiétant de voir son fils s'éloigner des valeurs qu'il tente de lui transmettre. Marguerite joue souvent le rôle de médiatrice, essayant de maintenir la paix dans un foyer où les générations semblent parler des langues différentes. La famille Leroy vit dans un appartement de 4 pièces au 3e étage d'un immeuble de la rue René Lénaud, une artère tranquille qui serpente dans les hauteurs du quartier. L'appartement n'est pas grand, mais Marguerite l'a rendu accueillant avec des rideaux en dentelle qu'elle a cousus elle-même et des plantes vertes qui ornent chaque rebord de fenêtre. De leur salon, on aperçoit les toits de tuiles rouges qui descendent vers le centre-ville et par temps clair, les collines du Beaujolais à l'horizon. Chaque dimanche matin, la famille assiste à la messe de 10 heures à l'église Saint-Bruno des Chartreux, un imposant édifice baroque situé à quelques rues de leur domicile. Cette église, construite au XVIIe siècle, impressionne par son dôme majestueux et ses décorations intérieures somptueuses. Le père Antoine Mercier, qui officie là depuis 12 ans, connaît bien la famille Leroy. C'est un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux blancs soigneusement peignés, dont la voix grave et apaisante résonne magnifiquement sous les voûtes de l'église. Marguerite apprécie particulièrement ses homélies, toujours empreintes de compassion et de compréhension pour les difficultés de la vie quotidienne. Henri a ses habitudes bien établies.
Chaque matin, il part travailler à 8 heures précises, sa serviette en cuir marron sous le bras. Le mercredi soir, il retrouve deux amis d'enfance, Marcel Garnier et Louis Arnaud, pour une partie de belote au café de la place. Le samedi après-midi, il s'occupe de la comptabilité de la paroisse, une tâche bénévole qu'il accomplit depuis 5 ans à la demande du père Mercier. C'est un homme de routine, et cette prévisibilité rassure Marguerite, même si elle lui reproche parfois, gentiment, son manque de spontanéité. En cet automne 1968, rien ne laisse présager le drame qui va bouleverser cette vie ordonnée. Lyon se remet doucement des grèves et des manifestations du printemps. Les entreprises reprennent leur rythme normal. Les cafés se remplissent à nouveau de conversations sur le football plutôt que sur la politique. Dans le quartier de la Croix-Rousse, la vie suit son cours habituel, rythmée par les sonneries des cloches de Saint-Bruno, les klaxons des voitures qui peinent à monter les pentes raides, et les voix des enfants qui jouent dans les squares. Mais sous cette apparence de normalité, quelque chose trouble Henri Leroy depuis quelques semaines. Marguerite l'a remarqué, bien sûr. Elle connaît trop bien son mari pour ne pas voir les signes. Ses nuits agitées, ses réveils en sursaut, sa distraction inhabituelle pendant les repas. Quand elle lui demande ce qui le préoccupe, il répond invariablement que ce n'est rien, juste des complications avec les comptes d'un client. Mais Marguerite sent que c'est plus que cela. Elle voit comment il vérifie plusieurs fois si la porte d'entrée est bien fermée avant de se coucher, comment son regard se porte nerveusement vers la fenêtre quand une voiture s'arrête dans la rue. Le 23 septembre 1968 est un lundi. Marguerite se souvient de chaque détail de cette journée avec une clarté douloureuse, même des décennies plus tard. Le matin se lève sur Lyon avec une brume légère qui flotte au-dessus de la Saône. L'automne commence à teinter les feuilles des platanes de nuances dorées, et l'air porte cette fraîcheur particulière qui annonce la fin de l'été. Henri se réveille plus tôt que d'habitude ce matin-là, vers 6 heures. Marguerite l'entend dans la salle de bain puis dans la cuisine. Quand elle le rejoint une demi-heure plus tard, elle le trouve assis à la table, fixant sa tasse de café d'un regard absent. Il porte son costume gris foncé, celui qu'il réserve habituellement pour les occasions importantes. Ses cheveux, d'ordinaire soigneusement peignés, semblent avoir été coiffés à la hâte. « Tu as une réunion importante aujourd'hui ?» demande Marguerite en versant du lait dans son bol. Henri sursaute légèrement comme si la question l'avait tiré de pensées profondes. « Oui, une réunion avec un client. Rien de particulier. » Sa voix manque de conviction. « Tu as mal dormi cette nuit, » observe-t-elle. « Ce n'est pas une question. J'ai beaucoup de choses en tête en ce moment, » répond-il évasivement. Marguerite s'assoit en face de lui et pose sa main sur la sienne. « Henri, qu'est-ce qui ne va pas? Cela fait des semaines que tu es préoccupé. Je te connais. Quelque chose te tracasse. » Il retire doucement sa main et se lève pour rincer sa tasse dans l'évier. « Je t'ai dit, ce sont juste des problèmes de travail, rien dont tu doives t'inquiéter. » Le ton est plus sec qu'il ne le voudrait, et il s'en rend compte immédiatement. « Excuse-moi, je suis fatigué, c'est tout. » Julien apparaît dans la cuisine, encore ensommeillé, et l'atmosphère change. Henri lui rappelle qu'il doit rentrer directement après le lycée, pas de détour par les cafés du centre-ville. Julien grommelle quelque chose d'incompréhensible et s'effondre sur une chaise. C'est une scène familière, presque rassurante dans sa banalité. À 8h moins 5, Henri enfile son imperméable beige, même si le ciel ne menace pas vraiment de pluie. Il prend sa serviette en cuir, vérifie qu'il a bien ses clés, son portefeuille et ses papiers. Puis il fait quelque chose d'inhabituel. Il prend Marguerite dans ses bras et la serre fort contre lui, beaucoup plus longtemps qu'un au revoir matinal ordinaire ne le justifierait. « Je t'aime », murmure-t-il dans ses cheveux. Marguerite, surprise par cette démonstration inhabituelle d'affection, répond « Je t'aime aussi à ce soir. »« À ce soir », répète-t-il. Ce seront ses derniers mots à sa femme. Henri descend les 3 étages et sort dans la rue René-Lénaud. Madame Claudine Beaumont, la voisine du 2e étage qui sort promener son chien comme chaque matin, le croise dans l'escalier. Elle témoignera plus tard qu'il avait l'air tendu, qu'il marchait plus vite que d'habitude et qu'il a à peine répondu à son bonjour. À la boulangerie de la place de la Croix-Rousse,
où Henri s'arrête habituellement acheter un croissant pour le milieu de matinée, M. Girard, le boulanger, note qu'Henri est passé ce matin-là, mais qu'il n'a rien acheté. Il est entré, a regardé autour de lui comme s'il cherchait quelqu'un, puis est reparti rapidement, racontera-t-il au policier. C'est Madame Suzanne Pelletier, propriétaire du café-tabac au coin de la rue de Belfort, qui sera la dernière personne à voir Henri Leroy. Elle se souvient très bien de lui parce qu'il a agi de manière étrange. Il est entré dans son établissement vers 8h15, a commandé un café au comptoir, puis a demandé s'il pouvait utiliser le téléphone. À cette époque, peu de gens ont le téléphone chez eux et le café de Madame Pelletier est un des endroits où les habitants du quartier viennent passer leurs appels. Henri s'est enfermé dans la cabine téléphonique au fond du café. Madame Pelletier, qui servait d'autres clients, n'a pas entendu la conversation, mais elle a remarqué à travers la vitre de la cabine qu'Henri semblait agité. Il parlait avec des gestes nerveux, passant sa main dans ses cheveux à plusieurs reprises. L'appel n'a duré que quelques minutes. Quand Henri est sorti de la cabine, il était pâle, presque livide. Il a payé son café et son appel téléphonique. Et avant de sortir, il s'est retourné vers Madame Pelletier et lui a dit quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. « Si quelqu'un me cherche aujourd'hui, dites-leur que je suis allé régler quelque chose d'important. » Après cela, Henri Leroy disparaît. Littéralement. Il ne se présente pas au bureau de M. Émile Lacroix, le propriétaire de la quincaillerie dont Henri tient la comptabilité, alors qu'il avait rendez-vous à 9h. Il ne répond pas aux appels téléphoniques de ses autres clients. Il ne rentre pas déjeuner, ce qu'il fait pourtant tous les jours, sans exception. Marguerite commence à s'inquiéter vers 13h. Elle téléphone du secrétariat de l'école au bureau où Henri travaille habituellement. Personne ne l'a vu de la journée. À 15h, n'y tenant plus, elle demande l'autorisation de partir plus tôt et court jusqu'au café-tabac de Madame Pelletier, puis chez les commerçants du quartier. C'est là qu'elle apprend l'étrange comportement de son mari ce matin-là. À 18h, quand Julien rentre du lycée et que son père n'est toujours pas là, Marguerite se rend au commissariat de police du 5e arrondissement. L'agent de permanence, un jeune homme qui semble à peine plus âgé que son fils, lui explique avec une patience condescendante qu'on ne peut pas déclarer une personne disparue avant 48 heures. Les hommes ont parfois besoin de prendre l'air, madame. Il rentrera probablement ce soir avec une bonne excuse. Mais Henri ne rentre pas ce soir-là, ni le lendemain, ni le surlendemain. Le 26 septembre, Marguerite retourne au commissariat. Cette fois, elle est reçue par l'inspecteur Claude Fontaine, un homme d'une 50aine d'années, au visage buriné par 30 ans de service dans la police. Il prend sa déposition avec sérieux, notant chaque détail sur son calepin. Il interroge Marguerite sur l'état d'esprit de son mari, sur leurs finances, sur d'éventuels problèmes conjugaux. Les questions sont délicates, presque embarrassantes, mais nécessaires. Votre mari avait-il des dettes, des problèmes d'argent ? Non, nous vivons modestement, mais nous n'avons aucune dette. Des problèmes dans votre couple ? Une autre femme, peut-être ? Marguerite sent ses joues s'empourprer de colère et d'humiliation. Henri n'est pas ce genre d'homme inspecteur. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Il ne partirait pas comme ça. Madame Leroy, dit doucement l'inspecteur Fontaine, dans 80% des cas de disparition d'hommes adultes, ils sont partis de leur propre volonté. Une nouvelle vie, une nouvelle identité. Je dois explorer toutes les possibilités. Mais au fur et à mesure que l'enquête progresse, il devient clair que Henri Leroy n'a pas choisi de disparaître. Son compte bancaire n'a pas été touché. Aucun retrait d'argent depuis le 23 septembre. Ses vêtements sont tous dans son armoire. Sa carte d'identité retrouvée dans le tiroir de son bureau à domicile. Comment un homme peut-il survivre sans argent, sans papier, sans vêtements de rechange ? Les recherches s'intensifient. Des policiers interrogent tous les habitants du quartier. Ont-ils vu Henri ce jour-là? L'ont-ils vu monter dans une voiture? Parler à quelqu'un? Plusieurs témoignages confirment sa présence dans le quartier jusqu'à 8h15, mais après son départ du café-tabac, c'est le néant. Personne ne l'a vu prendre le bus, le tramway ou marcher vers le centre-ville. La police vérifie les hôpitaux, les morgues, les prisons. Rien. Henri Leroy semble s'être évaporé dans les rues de Lyon en cette matinée de septembre.
Les premiers mois sont les plus difficiles. Marguerite vit dans un état de suspension permanent, incapable d'accepter la disparition de son mari, mais tout aussi incapable de comprendre ce qui a pu se passer. Chaque jour, elle espère qu'il franchira la porte avec une explication raisonnable. Chaque sonnerie de téléphone fait bondir son cœur. Chaque homme de dos dans la rue qui ressemble vaguement à Henri la fait accélérer le pas, le souffle court. Elle ne peut pas faire son deuil, car il n'y a pas de corps. Elle ne peut pas avancer, car il n'y a pas de réponse. Elle existe dans un entre-deux épuisant, entre l'espoir et le désespoir. Julien réagit différemment. D'abord sous le choc, il devient ensuite furieux. Furieux contre son père qui est parti, furieux contre sa mère qui refuse d'accepter l'évidence, furieux contre un monde qui permet qu'un homme disparaisse sans laisser de traces. Ses notes au lycée chutent dramatiquement. Il rentre tard, sent parfois l'alcool, fréquente des jeunes que Marguerite n'approuve pas. Les disputes entre la mère et le fils deviennent quotidiennes. « Papa est mort, maman. Il faut que tu l'acceptes », crie Julien un soir de décembre 1968. « Tu ne sais pas ça, tu ne peux pas savoir », répond Marguerite, les larmes aux yeux. S'il était vivant, il serait revenu. Les gens ne disparaissent pas comme ça. Il a dû avoir un accident, quelque chose. Mais l'inspecteur Fontaine a vérifié tous les accidents signalés dans la région pendant les semaines suivant la disparition. Aucun corps non identifié ne correspond à Henri Leroy. La communauté du quartier réagit avec une compassion maladroite. Au début, les voisins apportent des plats cuisinés, proposent leur aide, mais au fil des semaines, puis des mois, les visites s'espacent. Les gens ne savent plus quoi dire. Comment consoler quelqu'un dont le mari a disparu sans explication? Les conversations s'éteignent dans des silences gênés. Marguerite continue d'enseigner, parce qu'elle a besoin de l'argent, et parce que le travail lui donne une structure, une raison de se lever chaque matin. Mais ses collègues remarquent qu'elle est devenue une ombre d'elle-même. Elle qui était si gaie, si attentive à ses élèves, semble maintenant absente, perdue dans ses pensées. Chaque dimanche, elle assiste toujours à la messe de 10 heures à Saint-Bruno. Elle s'assoit au même endroit qu'avant, dans le 3e banc à gauche, là où la famille Leroy avait ses habitudes. Mais maintenant, elle est seule. Julien refuse de l'accompagner. « Prier ne l'a pas fait revenir », dit-il avec amertume. Le père Mercier essaie de lui apporter du réconfort. Après la messe, il prend souvent le temps de parler avec elle, de lui demander comment elle va. « Dieu n'abandonne pas ses enfants, Marguerite, » lui dit-il. « Ayez foi, la vérité finira par éclater. » En 1969, un an après la disparition, l'inspecteur Fontaine vient voir Marguerite avec des nouvelles qui ne sont pas vraiment des nouvelles. L'enquête est au point mort. Ils ont exploré toutes les pistes possibles. La dernière théorie qu'ils proposent est que Henri a peut-être été victime d'un règlement de compte. En tant que comptable, il avait accès à des informations sensibles sur les finances de ses clients. Peut-être a-t-il découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir. Cette théorie gagne du terrain dans l'esprit des enquêteurs. Les semaines précédant sa disparition, Henri semblait préoccupé, presque effrayé. L'appel téléphonique du matin de sa disparition suggère qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un. Peut-être ce rendez-vous a-t-il mal tourné? Mais sans corps, sans preuve, sans témoin, l'enquête ne peut pas avancer. Officiellement, le dossier reste ouvert. Officieusement, il rejoint les centaines d'autres dossiers non résolus dans les archives du commissariat. Les années passent. Julien termine le lycée avec difficulté, fait son service militaire, puis trouve un emploi dans une usine de pièces automobiles à Vénissieux. Il quitte l'appartement familial à 22 ans, incapable de supporter plus longtemps l'atmosphère de deuil inachevé. Il visite sa mère une fois par mois, le dimanche, par devoir plus que par plaisir. Leurs conversations sont superficielles, évitant soigneusement le sujet qui les sépare. Marguerite vieillit seule dans l'appartement de la rue René-Lénaud. Elle garde tout exactement comme c'était. Les vêtements d'Henri sont toujours dans l'armoire. Sa brosse à dents dans la salle de bain, ses pantoufles près du lit. Au début, elle gardait tout par espoir. Avec le temps, cela devient plutôt par incapacité à laisser aller, à accepter qu'il ne reviendra jamais. Elle développe une routine obsessionnelle de recherche. Chaque semaine, elle contacte le commissariat.
Y a-t-il du nouveau? Chaque mois, elle place une petite annonce dans Le Progrès, le journal local. Henri, si tu lis ceci, reviens, ou au moins donne signe de vie. Marguerite. Elle sait que c'est probablement inutile, mais elle ne peut pas s'arrêter. En 1975, 7 ans après la disparition, elle reçoit la visite d'un homme qui prétend avoir des informations. Il dit avoir vu Henri à Marseille, travaillant sur les docks sous un faux nom. Marguerite vide ses maigres économies pour payer son voyage à Marseille. C'est une fausse piste, une cruelle arnaque. L'homme qu'on lui montre ne ressemble à Henri que superficiellement. Elle rentre à Lyon, brisée, ayant perdu de l'argent et un peu plus d'espoir. Mais elle ne renonce jamais complètement. Peut-être est-ce ce qui la maintient en vie, cette quête impossible d'un homme disparu. Ses cheveux deviennent complètement gris, puis blancs. Son visage se creuse, marqué par les années de chagrin. Mais ses yeux gardent cette lueur de détermination, cette étincelle qui refuse de s'éteindre. Les gens du quartier s'habituent à la voir. « La pauvre Madame Leroy », disent-ils avec compassion. Elle n'a jamais pu faire son deuil. Ils la plaignent, mais ils comprennent aussi. Comment pourrait-on faire son deuil sans corps, sans réponse, sans même savoir si la personne est morte ou vivante quelque part? En 1985, 17 ans après la disparition, Marguerite prend sa retraite de l'enseignement. Elle a 60 ans. Sa pension est modeste mais suffisante pour vivre simplement. Elle passe ses journées à lire, à marcher dans le quartier et surtout à se souvenir. Les souvenirs d'Henri sont devenus flous avec le temps. Certains détails s'estompent, mais l'essence de qui il était reste gravée en elle. Julien, maintenant dans la quarantaine, marié et père de 2 enfants, essaie de la convaincre de déménager, de vendre l'appartement rempli de fantômes. « Maman, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Papa est parti depuis presque 20 ans. Il est temps d'avancer. » Mais Marguerite refuse obstinément. « Et s'il revient, comment me trouvera-t-il si je ne suis plus là ?» Cette logique désespérée brise le cœur de Julien, mais il ne peut rien faire pour la changer. Durant toutes ces années, une personne reste un soutien constant pour Marguerite. Le père Mercier. Maintenant octogénaire mais toujours actif, il continue d'offrir la messe du dimanche. Après le service, il prend toujours un moment pour Marguerite. Il marche parfois dans le cloître attenant à l'église, parlant de tout et de rien, ou simplement s'asseyant en silence. « Vous êtes la seule personne qui ne me dit pas d'oublier », confie un jour Marguerite au prêtre. « Oublier serait une trahison », répond-il simplement. Mais il faut trouver la paix avec le mystère, Marguerite. Nous ne comprenons pas toujours les desseins de Dieu. En 1994, 26 ans après la disparition, l'église Saint-Bruno des Chartreux nécessite d'importantes rénovations. Le bâtiment, vieux de plus de 300 ans, montre des signes inquiétants de détérioration. Des fissures apparaissent dans les murs, l'humidité s'infiltre dans les fondations. Un architecte des monuments historiques est appelé pour évaluer les dégâts. Son verdict est préoccupant. Il faut entreprendre des travaux majeurs, y compris dans les cryptes et les subterraneaux sous l'église, rarement accessibles au public. Marguerite, qui assiste toujours fidèlement à la messe du dimanche, voit les préparatifs pour ces travaux. Des échafaudages sont installés, des bâches protègent les statues et les peintures. Le père Mercier annonce que certaines messes devront être célébrées dans une chapelle temporaire pendant la durée des rénovations. Personne, à ce moment-là, ne peut imaginer ce que ces travaux vont révéler. Au début de l'année 1995, les travaux de rénovation de l'église Saint-Bruno commencent sérieusement. Une équipe d'architectes, d'ingénieurs et d'ouvriers spécialisés dans la restauration de monuments historiques s'attaque d'abord aux fondations. Les cryptes sous l'église, utilisées jadis pour enterrer les moines chartreux, puis abandonnées depuis plus d'un siècle, doivent être inspectées et consolidées. Le 27 mars 1995, un mardi matin, 3 ouvriers descendent dans les subterraneaux avec leur équipement. La descente se fait par un escalier de pierre étroit situé derrière le chœur, fermé par une lourde porte en bois que personne n'a ouverte depuis des décennies. L'air qui s'échappe est vicié, chargé d'humidité et de poussière. Arnaud Tessier, le contremaître, dirige la descente.
Il est accompagné de Bruno Martel et de Karim Benali, deux ouvriers expérimentés. Ils portent des lampes torches puissantes, des masques contre la poussière et des casques de protection. Les marches sont glissantes, usées par les siècles, et ils descendent prudemment dans l'obscurité. Les cryptes se révèlent être un dédale de salles voûtées et de couloirs étroits. Les murs sont en pierre brute, couverts de salpêtre et de moisissures. Par endroits, des niches contiennent encore les restes de cercueils effondrés, les os des moines mélangés à la poussière. L'équipe avance lentement, évaluant l'état des structures, marquant les zones où des réparations seront nécessaires. C'est dans une salle latérale, éloignée de l'escalier principal, que Bruno fait une découverte troublante. « Hé, venez voir ici !» appelle-t-il ses collègues. Dans un coin de la salle, partiellement caché derrière un éboulement de pierre, il y a quelque chose qui n'a rien à faire là. Une sacoche en cuir marron, poussiéreuse, mais étonnamment bien conservée dans l'atmosphère sèche des cryptes. À côté, des restes de vêtements, des os humains et quelque chose qui brille faiblement à la lumière de la torche, une paire de lunettes à monture épaisse. Les trois hommes échangent des regards inquiets. Ils savent immédiatement qu'ils ne sont pas en présence de restes anciens. La sacoche est trop moderne, les vêtements aussi. Arnaud prend la décision. On ne touche à rien. On remonte et on appelle la police. 20 minutes plus tard, les autorités sont sur place. L'inspecteur Philippe Durand, du commissariat du 5e arrondissement, descend dans les cryptes avec l'équipe de la police scientifique. C'est une scène surréaliste. Dans ce lieu consacré, vieux de plusieurs siècles, se trouve ce qui semble être une scène de crime relativement récente. Les premiers examens sont prudents. On photographie tout sous tous les angles, avant de toucher quoi que ce soit. Puis, délicatement, l'équipe commence à récolter les preuves. La sacoche contient des documents remarquablement préservés. Des registres comptables, des notes manuscrites, et surtout, une carte d'identité professionnelle au nom d'Henri Leroy, comptable, avec une photo et une adresse dans la rue René Lénaud. L'inspecteur Durand, trop jeune pour avoir connu l'affaire originale, remonte avec les documents et lance immédiatement une recherche dans les archives. C'est ainsi qu'il découvre le dossier de disparition vieux de 27 ans. L'inspecteur, Claude Fontaine, maintenant retraité depuis 10 ans, est contacté. Quand Durand lui décrit la découverte, il y a un long silence au téléphone. « Mon Dieu !» murmure finalement Fontaine. « Après toutes ces années, il était là, sous l'église, tout ce temps. » Le lendemain matin, l'inspecteur Durand se présente au domicile de Marguerite Leroy. Elle a maintenant 69 ans, ses cheveux sont d'un blanc immaculé, et elle marche avec une canne depuis qu'elle s'est fracturé la hanche l'année précédente. Quand elle ouvre la porte et voit le policier, son visage pâlit immédiatement. « Madame Leroy ?» commence doucement Durand. « Je suis l'inspecteur Philippe Durand. Puis-je entrer? J'ai des nouvelles concernant votre mari. » Marguerite doit s'asseoir. Pendant 27 ans, elle a attendu ce moment. Et maintenant qu'il arrive, elle n'est pas sûre de vouloir entendre ce qu'il a à dire. Nous avons retrouvé des restes humains dans les cryptes de l'église Saint-Bruno, dit Durand avec toute la délicatesse possible. Avec des effets personnels qui appartenaient à votre mari. Je suis vraiment désolé, Madame Leroy, mais il semble que Monsieur Leroy soit décédé peu après sa disparition en 1968. Marguerite ne pleure pas, pas encore. Elle reste assise, immobile, ses mains serrées sur les accoudoirs de son fauteuil. « Dans l'église ?» demande-t-elle d'une voix blanche. « Il était dans l'église tout ce temps ?»« Dans les cryptes, sous l'église, une zone normalement inaccessible. J'ai prié là-bas chaque dimanche pendant 27 ans, » murmure-t-elle. « Il était là, sous mes pieds, et je ne le savais pas. » La nouvelle se répand rapidement dans le quartier. Les journaux locaux reprennent l'histoire. Mystère résolu après 27 ans. Un corps retrouvé dans les cryptes d'une église de Lyon. Les voisins, dont certains se souviennent encore de la disparition d'Henri, sont stupéfaits. Comment un corps a-t-il pu se retrouver dans un lieu supposément inaccessible? Les analyses médico-légales commencent immédiatement. L'état de conservation des restes est suffisant pour confirmer qu'il s'agit bien d'Henri Leroy. L'identification est faite par comparaison dentaire avec les dossiers médicaux conservés par son dentiste et par l'ADN comparé à celui de Julien.
Mais la vraie question demeure. Comment et pourquoi Henri Leroy s'est-il retrouvé dans ces cryptes? Et surtout, sa mort était-elle accidentelle ou s'agit-il d'un meurtre? L'enquête prend une ampleur considérable. Ce n'est plus seulement une vieille disparition élucidée, c'est potentiellement un meurtre non résolu. L'inspecteur Durand, assisté par une équipe complète, reprend tout depuis le début. Les archives de 1968 sont exhumées, chaque témoignage est relu, chaque piste réexaminée à la lumière de cette nouvelle découverte. Le médecin légiste, le docteur Alain Rousset, effectue un examen minutieux des ossements. Son rapport, rendu 2 semaines après la découverte, apporte des éléments cruciaux mais troublants. La cause exacte de la mort ne peut être déterminée avec certitude après tant d'années. Cependant, plusieurs observations sont significatives. L'osioïde, un petit os du cou, montre des fractures compatibles avec une strangulation. De plus, la position des ossements suggère que le corps n'a pas été simplement déposé là, mais placé intentionnellement et dissimulé derrière les pierres. Ce n'était pas un accident, conclut le docteur Rousset lors de la réunion d'enquête. Quelqu'un a tué Henri Leroy et a caché son corps dans ces cryptes. Cette révélation change tout. L'inspecteur Durand commence à interroger toutes les personnes qui avaient un accès à l'église en 1968. Le problème, c'est que 27 ans plus tard, beaucoup sont décédés, ont déménagé ou ne se souviennent plus des détails. Le père Mercier, maintenant âgé de 87 ans, est l'un des premiers interrogés. Il reçoit la police dans le presbytère, un vieil homme fragile mais à l'esprit encore vif. L'accès aux cryptes était théoriquement impossible, explique-t-il. La porte était fermée à clé, et cette clé restait dans mon bureau. Moi seul y avais accès. Donc vous êtes la seule personne qui aurait pu ouvrir cette porte en 1968 ? Demande Durand. En théorie, oui, mais je n'y descendais jamais. Ces cryptes étaient abandonnées depuis des décennies. Pourquoi serais-je allé là-bas? Quelqu'un d'autre aurait-il pu avoir une copie de la clé? Le père Mercier hésite. Peut-être le sacristain de l'époque, Georges Vallier. Il s'occupait de l'entretien de l'église et avait accès à toutes les clés. Georges Vallier. Les enquêteurs retrouvent sa trace. Il est décédé en 1983 d'un cancer du poumon. Un autre témoin potentiel perdu à jamais. L'équipe examine ensuite les documents trouvés dans la sacoche d'Henri. Les registres comptables révèlent des informations fascinantes. Henri tenait la comptabilité de plusieurs entreprises du quartier et certains de ces documents montrent des irrégularités. Des sommes qui ne correspondent pas, des transactions douteuses, des comptes qui ne s'équilibrent pas correctement. Un nom revient fréquemment dans ces notes. La quincaillerie Lacroix. Émile Lacroix, le propriétaire, était l'un des clients principaux d'Henri. Et dans les marges des registres, Henri a griffonné des notes personnelles qui suggèrent qu'il avait découvert quelque chose. Vérifiez source 15000 F, mars 68. D'où vient cet argent? Demandez explication EL. Émile Lacroix est décédé en 1979, mais son fils, Robert Lacroix, a repris l'affaire. L'inspecteur Durand le convoque pour un interrogatoire. Robert, un homme d'une 60aine d'années au visage fermé, arrive accompagné de son avocat. « Mon père n'avait rien à voir avec cette histoire », affirme-t-il immédiatement. Il a été interrogé en 1968 et n'a rien eu à cacher. « Votre père avait-il des problèmes financiers à l'époque » demande Durand. « Pas à ma connaissance. Ces documents suggèrent que M. Leroy enquêtait sur des irrégularités dans la comptabilité de la quincaillerie. Je ne sais rien de tout ça. J'avais 20 ans à l'époque. Je ne m'occupais pas encore des affaires de mon père. L'interrogatoire ne mène nulle part. Sans preuve concrète, sans témoin, l'avocat de Robert Lacroix met fin à l'entretien. Pendant ce temps, Marguerite vit dans une sorte de transe. D'un côté, elle a enfin des réponses. Henri est mort. Il n'est pas parti volontairement. Il n'a pas abandonné sa famille. D'un autre côté, les nouvelles questions sont encore plus douloureuses. Qui l'a tué? Pourquoi? Et comment a-t-elle pu prier pendant 27 ans dans l'église où son mari avait été assassiné et caché? Julien, maintenant 43 ans, revient s'installer temporairement chez sa mère pour la soutenir.
La découverte réveille en lui des émotions qu'il croyait enterrées depuis longtemps. La colère surtout. Colère contre celui qui a tué son père et a volé à sa famille 27 années de vérité. Un après-midi, alors que Marguerite est seule dans l'appartement, elle reçoit une visite surprenante. C'est le père Mercier. Il semble avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines, comme si le poids de cette découverte l'écrasait. « Marguerite, dit-il en s'asseyant péniblement dans le salon, je dois vous parler de quelque chose qui me tourmente depuis la découverte du corps d'Henri. » Marguerite sent son cœur s'accélérer. « Qu'est-ce que c'est, mon père ?» Le vieil homme se tord les mains, visiblement en proie à un conflit intérieur. En 1968, quelques jours après la disparition d'Henri, quelqu'un est venu me voir en confession. Le secret de la confession. L'une des règles les plus sacrées de l'Église catholique. Un prêtre ne peut jamais révéler ce qui lui a été dit en confession, sous peine d'excommunication. Cette personne m'a confié quelque chose de terrible, continue le père Mercier. Sur le moment, je n'ai pas compris l'ampleur de ce qu'on me disait. J'ai cru à des remords exagérés, à de la culpabilité mal placée. Mais maintenant, avec ce qu'on a découvert, qui était-ce ? Demande Marguerite presque dans un murmure. Je ne peux pas vous le dire. Le sceau de la confession est absolu. Même maintenant, même après toutes ces années, même si cela pourrait aider l'enquête, je suis lié par mon serment. Alors pourquoi me dites-vous cela ? La voix de Marguerite tremble, parce que je veux que vous sachiez que quelqu'un a porté ce fardeau pendant 27 ans, quelqu'un qui vit peut-être encore parmi nous, rongé par ce secret. Après le départ du prêtre, Marguerite reste assise dans le silence de son salon, essayant de comprendre. Quelqu'un dans le quartier, quelqu'un qu'elle connaît probablement, sait ce qui est arrivé à Henri. Cette personne est allée se confesser au père Mercier, puis a gardé le silence pendant près de 3 décennies. Les enquêteurs, de leur côté, font une autre découverte importante. En examinant les archives de la paroisse de 1968, ils découvrent qu'Henri, en tant que bénévole gérant la comptabilité de l'Église, avait remarqué des anomalies. Les registres des dons et des quêtes ne correspondaient pas aux dépôts bancaires. De l'argent disparaissait. Henri en avait fait part au père Mercier dans une lettre datée du 15 septembre 1968, une semaine avant sa disparition. Cette lettre, retrouvée dans les archives, est explicite. « Mon père, je dois vous informer que j'ai constaté des irrégularités importantes dans la gestion des fonds de la paroisse. Sur les 6 derniers mois, il manque environ 20 000 francs. Je souhaiterais en discuter avec vous en privé avant de prendre toute autre mesure. » 20 000 francs en 1968 représentaient une somme considérable, environ l'équivalent du salaire annuel d'un ouvrier. Qui détournait cet argent? Et ce détournement avait-il un lien avec le meurtre d'Henri? Le père Mercier, interrogé à nouveau sur cette lettre, admet l'avoir reçue. Henri devait venir me voir le samedi 21 septembre pour en discuter. Mais il a annulé ce rendez-vous le vendredi, disant qu'il avait un empêchement. Il devait revenir me voir la semaine suivante. Évidemment, cette rencontre n'a jamais eu lieu. L'enquête s'oriente maintenant vers une hypothèse. Henri avait découvert non seulement des irrégularités dans la comptabilité de certains de ses clients, mais aussi dans celle de l'Église. Il s'apprêtait à révéler ses découvertes. Quelqu'un avait tout à perdre si ces informations devenaient publiques. L'inspecteur Durand obtient l'autorisation d'exhumer tous les registres financiers de l'époque, tant de la paroisse que des entreprises pour lesquelles Henri travaillait. C'est un travail minutieux, comparant des centaines de pages de chiffres manuscrits. Et puis, une piste émerge. Georges Vallier, le sacristain décédé, avait accès au fonds de l'Église. C'était lui qui comptait l'argent des quêtes, qui gérait les dons, qui déposait l'argent à la banque. Les enquêteurs retrouvent sa veuve, Jeanne Vallier, maintenant âgée de 82 ans et vivant dans une maison de retraite. L'interrogatoire de Madame Vallier est délicat. Elle est fragile, sa mémoire vacillante. Mais quand on lui parle de son mari, ses yeux s'animent. « Georges était un homme tourmenté, dit-elle doucement. Après le départ de Monsieur le Roi, il n'a plus jamais été le même. Il buvait, il faisait des cauchemars. Il est mort en se détestant. Pourquoi se détestait-il, Madame Vallier?
La vieille femme reste silencieuse un long moment. Puis, comme si elle se libérait d'un poids qu'elle portait depuis trop longtemps, elle parle. Georges volait l'argent de l'église. Pas beaucoup au début, juste de quoi compléter son maigre salaire de sacristain. Mais avec le temps, c'est devenu plus important. Il jouait aux courses, vous comprenez. Il perdait tout ce qu'il prenait et devait en prendre plus pour combler les trous. Et monsieur le roi l'a découvert? Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Georges ne m'a jamais tout dit, mais après la disparition de monsieur le roi, il a arrêté de voler. Il a même remis de l'argent petit à petit, sur plusieurs années, pour compenser ce qu'il avait pris. C'était comme s'il expiait une faute terrible. Tout commence à s'assembler, mais il manque encore des pièces cruciales du puzzle. L'inspecteur Durand convoque une réunion extraordinaire. Il rassemble tous ceux qui pourraient avoir des informations. Marguerite, Julien, le père Mercier, Robert Lacroix, la veuve du sacristain et plusieurs témoins de l'époque qui sont encore en vie. C'est une scène inhabituelle pour une enquête policière, mais Durand espère que la confrontation pourra faire émerger la vérité. La réunion a lieu dans une salle du commissariat, un mardi après-midi de mai 1995. L'atmosphère est tendue. Marguerite est assise entre Julien et son avocat, ses mains tremblant légèrement. Le père Mercier, visiblement épuisé, est affalé dans son fauteuil. Robert Lacroix affiche une expression hostile, les bras croisés sur sa poitrine. L'inspecteur Durand commence par résumer les faits établis. Le 23 septembre 1968, Henri le Roi a été assassiné et son corps caché dans les cryptes de l'église Saint-Bruno. Nous savons maintenant qu'il avait découvert des détournements de fonds à la fois dans certaines entreprises, pour lesquelles il travaillait, et dans la comptabilité de la paroisse. La personne responsable de ces détournements à l'église était Georges Vallier, le sacristain. Jeanne Vallier baisse la tête, honteuse, même si le crime de son mari est prescrit depuis longtemps. Mais, continue Durand, nous ne pensons pas que Georges Vallier a tué Henri le Roi. Un murmure parcourt la salle. « Pourquoi » demande Julien, la voix tendue. « Parce que Georges Vallier était un homme faible, un joueur compulsif, mais pas un meurtrier. De plus, selon les témoignages, il a été effondré par la disparition d'Henri. Il a passé le reste de sa vie dans la culpabilité et l'alcoolisme. Ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a commis un meurtre en sang-froid. Alors qui » La voix de Marguerite est à peine audible. L'inspecteur Durand se tourne vers Robert Lacroix. « Monsieur Lacroix, j'ai une question à vous poser. Où était votre père le 23 septembre 1968 ? Je vous l'ai déjà dit, je ne m'en souviens pas. C'était il y a 27 ans. Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire. Ce jour-là, votre père a fermé sa quincaillerie à midi, disant qu'il ne se sentait pas bien. Même plusieurs témoins l'ont vu se diriger vers l'église Saint-Bruno vers 13 heures. Le visage de Robert Lacroix devient livide. « Votre père avait un problème », poursuit Durand implacablement. Henri le Roi avait découvert qu'il détournait de l'argent de sa propre entreprise pour financer une double vie, une maîtresse à Villeurbanne, un appartement secret, des dettes de jeu. Henri l'avait confronté quelques jours avant sa disparition, lui demandant des explications. « C'est n'importe quoi, vous n'avez aucune preuve. » Nous avons les registres comptables d'Henri avec ses notes manuscrites. Nous avons aussi retrouvé des documents dans les archives bancaires montrant les transactions suspectes, et nous avons un témoin. Durand fait une pause dramatique. Madame Paulette Girard, qui tenait l'épicerie à côté de la quincaillerie en 1968, se souvient très bien de ce jour. Elle a vu votre père partir précipitamment vers midi, l'air bouleversé. Et elle l'a revu revenir à la boutique vers 15 heures, ses vêtements couverts de poussière, comme s'il était allé dans un endroit poussiéreux. Un endroit comme des cryptes abandonnées. Robert Lacroix se lève brusquement. « Je ne resterai pas ici pour écouter ces accusations mensongères contre mon père. Asseyez-vous, monsieur Lacroix, » ordonne Durand fermement. « Nous n'avons pas terminé. » Le père Mercier, qui est resté silencieux jusqu'à présent, parle soudainement. Sa voix est faible, mais claire. « J'ai quelque chose à dire. » Tous les regards se tournent vers lui.
Le 25 septembre 1968, 2 jours après la disparition d'Henri, Émile Lacroix est venu me voir en confession. Le prêtre s'arrête, visiblement en lutte avec lui-même. Je suis un vieil homme maintenant. Je vais bientôt rencontrer mon Créateur. Le secret de la confession est sacré, mais je ne peux pas emporter cette vérité dans ma tombe. Mon père, vous ne pouvez pas, commence Robert Lacroix, paniqué. Laissez-moi finir. La voix du prêtre est soudainement forte, autoritaire, rappelant l'homme qu'il était autrefois. Émile Lacroix m'a dit qu'il avait commis un péché terrible. Il avait tué un homme qui menaçait de détruire sa vie, sa famille, sa réputation. Il avait caché le corps dans un endroit où personne ne le trouverait jamais. Le silence dans la salle est absolu. J'ai demandé s'il voulait se livrer à la police. Il a dit non. Il m'a demandé l'absolution. Je la lui ai donnée car c'est mon devoir en tant que prêtre. Mais cette absolution n'a pas apaisé son âme. Émile Lacroix a vécu dans le tourment jusqu'à sa mort 11 ans plus tard. Marguerite fixe le père Mercier, les yeux écarquillés. Vous saviez, pendant toutes ces années, vous saviez que mon mari était mort, où il était, et vous n'avez rien dit. J'étais lié par le secret de la confession, Marguerite. Je n'avais pas le choix. Vous avez toujours le choix. Crie-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. J'ai souffert pendant 27 ans, ne sachant pas si mon mari était mort ou vivant, et vous saviez. Je suis désolé, murmure le vieux prêtre, des larmes dans les yeux. Je suis tellement désolé. Robert Lacroix s'effondre sur sa chaise, la tête entre les mains. Mon père était un bonhomme, dit-il d'une voix brisée. Il a fait une erreur terrible, mais c'était un bonhomme. Un bonhomme? Répète Julien avec fureur. Il a tué mon père. Il nous a volé 27 ans de vérité. L'inspecteur Durande lève la main pour calmer les esprits. Monsieur Lacroix, pouvez-vous nous dire comment votre père avait accès aux cryptes de l'église? Robert hésite, puis capitule. Mon père, il faisait des travaux bénévoles pour l'église, petites réparations, ce genre de choses. Le père Mercier lui faisait confiance, lui donnait les clés quand il en avait besoin. Mon père avait dû faire un double de la clé des cryptes à un moment donné, je suppose. Les dernières pièces du puzzle se mettent en place. Henri Leroy avait découvert les détournements de fonds d'Émile Lacroix. Il l'avait confronté, probablement lors de l'appel téléphonique du matin de sa disparition. Lacroix avait paniqué, avait organisé un rendez-vous sous un prétexte quelconque, puis avait tué Henri. Profitant de son accès à l'église et de la confiance du père Mercier, il avait caché le corps dans les cryptes abandonnées, sachant que personne n'y descendait jamais. « Il y a une justice », dit finalement Marguerite d'une voix tremblante. « Vous avez dit qu'Émile Lacroix a vécu dans le tourment jusqu'à sa mort. Bien, j'espère qu'il n'a pas connu un seul jour de paix. » Les semaines qui suivent cette révélation sont étranges pour Marguerite. Après 27 années de questions sans réponse, elle a enfin la vérité. Mais cette vérité ne lui apporte pas la paix qu'elle espérait. Émile Lacroix est mort depuis 16 ans. Il ne peut pas être jugé, ne peut pas être puni. Robert Lacroix n'a commis aucun crime, si ce n'est celui de protéger la mémoire de son père. Légalement, il n'y a rien à faire. L'affaire est officiellement close, classée comme meurtre résolu mais impuni. Le scandale secoue le quartier de la Croix-Rousse. Les journaux locaux puis nationaux reprennent l'histoire. Un secret confessionnel qui a duré 27 ans. Un corps caché sous une église pendant 3 décennies. Les titres sont sensationnels. Mais pour Marguerite, ce ne sont que des mots qui ne peuvent pas rendre justice à sa douleur. Le père Mercier démissionne de ses fonctions malgré les protestations de l'archevêché. « J'ai respecté le secret de la confession », explique-t-il dans une lettre publique. Mais en le faisant, j'ai peut-être trahi une vérité plus importante. Je dois vivre avec cette contradiction. Il se retire dans une maison de retraite pour prêtres à la campagne où il mourra paisiblement 6 mois plus tard. Pour Marguerite, les obsèques d'Henri peuvent enfin avoir lieu. C'est une cérémonie simple, dans une petite chapelle loin de Saint-Bruno. Elle ne pourrait pas supporter de retourner dans cette église. Les restes d'Henri sont incinérés et Marguerite disperse ses cendres dans le parc de la Tête d'Or où ils avaient l'habitude de se promener quand ils étaient jeunes. Julien, quant à lui, trouve une forme de paix dans la vérité. « Au moins maintenant je sais », dit-il à sa mère. « Pendant toutes ces années, je t'en voulais de ne pas accepter qu'il était mort.
Mais tu avais raison de ne pas abandonner. Papa méritait qu'on continue à le chercher. Les relations entre la mère et le fils, tendues pendant tant d'années, commencent lentement à se réparer. Ils parlent d'Henri, se souviennent des bons moments, pleurent ensemble les années perdues. Marguerite vend l'appartement de la rue René Lénaud. Elle ne peut plus y vivre, entourée des fantômes du passé. Elle achète un petit studio lumineux dans un quartier différent de Lyon, près de la Saône. C'est un nouveau départ, même à 69 ans. Elle découvre qu'elle peut enfin dormir sans rêver d'Henri, marchant dans des rues inconnues, l'appelant mais sans qu'elle puisse l'atteindre. Les cauchemars qui l'ont hantée pendant 27 ans s'estompent progressivement. Robert Lacroix ferme la quincaillerie familiale et quitte Lyon. La honte est trop grande. Les gens du quartier le regardent avec suspicion, même si techniquement il n'a rien fait de mal. C'est la dernière victime collatérale du crime de son père. 1 an après la découverte, Marguerite retourne une seule fois à l'église Saint-Bruno. Les travaux de rénovation sont terminés. L'église est magnifique, restaurée dans toute sa gloire baroque. Mais pour Marguerite, elle reste à jamais le tombeau de son mari. Elle entre doucement, prend place dans un banc au fond, loin de l'endroit où la famille Leroy s'asseyait autrefois. Elle ne prie pas, elle observe simplement. Les fidèles qui entrent pour la messe du dimanche, les touristes qui admirent l'architecture, les enfants qui courent dans les allées en attendant le début de la cérémonie. La vie continue, indifférente aux drames qui se sont joués ici. Puis Marguerite se lève et sort. Elle ne reviendra jamais. Aujourd'hui, Marguerite Leroy a 72 ans. Elle vit simplement, entourée de ses petits-enfants qui viennent la voir régulièrement. Elle a trouvé une forme de paix, non pas dans l'oubli, mais dans l'acceptation. Henri est mort. Elle le sait maintenant. Elle peut pleurer sans espérer, se souvenir sans attendre. Parfois, des journalistes la contactent, voulant interviewer la femme qui a cherché son mari pendant 27 ans. Elle refuse poliment. Cette histoire est la sienne, pas un spectacle pour les autres. Elle garde une seule photo d'Henri sur sa table de nuit. C'est un cliché pris en 1965, lors de vacances en Bretagne. Henri sourit à l'appareil, jeune et heureux, ignorant ce que l'avenir lui réserve. Chaque soir, avant de dormir, Marguerite regarde cette photo et murmure « Bonne nuit, Henri ». Et chaque matin, elle se réveille avec la certitude étrange mais apaisante qu'elle l'a enfin laissé partir. L'histoire de Marguerite et Henri Leroy pose une question troublante. Combien de secrets sont enterrés dans les lieux que nous fréquentons quotidiennement, sous nos pieds, dans les murs qui nous entourent? Combien de vérités attendent patiemment, pendant des années, des décennies, d'être révélées? Dans le cas d'Henri Leroy, la vérité a attendu 27 ans. 27 années pendant lesquelles sa femme a prié pour son retour à quelques mètres à peine de son corps. 27 années pendant lesquelles un secret confessionnel a pesé sur la conscience d'un prêtre. 27 années pendant lesquelles le fils d'un meurtrier a vécu sans connaître les péchés de son père. Et la découverte a apporté des réponses, mais elle a aussi révélé les limites de nos institutions, de nos croyances, de nos certitudes. Le secret de la confession, considéré comme sacré, a protégé un meurtrier et prolonger l'agonie d'une famille. Était-ce la bonne chose à faire? Cette question n'a pas de réponse simple. Ce que l'histoire d'Henri Leroy nous enseigne, c'est que la vérité, aussi longtemps qu'on essaie de l'enterrer, finit toujours par émerger. Pas toujours à temps pour réparer les injustices, pas toujours de manière à apporter la paix, mais elle émerge néanmoins. Et peut-être, après tout, c'est là la seule forme de justice que nous pouvons espérer. Que les secrets, même les plus sombres, même ceux cachés dans les cryptes abandonnées sous des églises centenaires, finissent un jour par voir la lumière. Cette affaire nous montre comment les secrets peuvent détruire non seulement ceux qui les gardent, mais aussi ceux qui en sont les victimes innocentes. Marguerite Leroy a passé 27 ans de sa vie à chercher la vérité, et cette vérité se trouvait littéralement sous ses pieds chaque dimanche. Qu'en pensez-vous? Le père Mercier aurait-il dû briser le secret de la confession pour épargner des années de souffrance à Marguerite? Ou avait-il raison de respecter ce serment sacré malgré les conséquences humaines? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si vous avez été touché par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette enquête vous a marqué et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les mystères résolus après des décennies. Merci de nous avoir suivis dans cette investigation troublante.